on ouvrira une session de questions et réponses et de commentaires ou de peut-être de situations cliniques ou pratiques auxquelles vous avez pu être confronté vous-même. Voilà. Pierre-Yves, c'est à toi. Merci Sophie. Du coup, je me présente, Pierre-Yves Saronche, donc médecin psychiatre et directeur scientifique du dispositif désormais Médecine Générale et Psychiatrie 37. Euh, du coup, Sophie vous a parlé des ateliers là qu'on va commencer à vous proposer et effectivement, cette soirée est un peu une entrée en matière, un rappel à la fois pour votre pratique, mais à la fois du coup une présentation de ce qu'on va pouvoir vous proposer. C'est un groupe qu'on a conçu sur les 2 à 3 dernières années. Et on aura l'occasion éventuellement d'en discuter dans la deuxième partie de soirée. Donc sans plus attendre, on va attaquer. Je vais vous partager mon écran. Donc ce soir, on va aborder le burn-out pas de manière exhaustive avec tous les facteurs explicatifs, déterminants, hypothèses et processus psychologiques. On va l'aborder sous un angle extrêmement pratique. Et on va commencer par une vignette clinique d'un patient qu'on a déjà probablement tous rencontré, que ce soit nous, en tout cas dans notre pratique psychiatrique, ou en tout cas vous en pratique de soins primaires. Donc vous avez un patient qui vient à votre consultation, 42 ans, qui est cadre, qui est avec une fatigue, mais il se plaint d'une asthénie vraiment importante depuis 4 mois, un sommeil qui est très fragmenté, une irritabilité. Il déclare qu'il n'y arrive plus et qu'il est dans un contexte professionnel compliqué, que de temps en temps, il a un peu de soulagement le week-end, mais là, il se sent vraiment en difficulté et il explique qu'il ne va pas tenir. Face à ça, quelle est un peu votre réaction? Comme d'habitude, vous pouvez prendre la parole ou intervenir dans le chat et puis on va interagir ensemble. Donc vraiment pas de piège, hein. Le patient classique qui se plaint d'une difficulté, qui va se plaindre que voilà, son travail ou quelque chose en lien à son travail a un impact. Donc la recherche d'éventuels éléments dépressifs, ok. L'ancienneté, en effet. Les éléments dépressifs à nouveau, ok, très bien. Les consommations de toxiques. Lucie B, alors allez-y, hein, intervenez et prenez la parole, hein, n'hésitez pas. D'accord. S'il y a d'autres choses que le travail qui puissent créer cette fatigue, que Ok, s'il y a d'autres éléments. ok. Est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux, etc. Ok. Donc il y a quand même une exploration, vous allez explorer de manière générale à la fois effectivement ce qui peut déterminer s'il y a d'autres choses et s'il y a une symptomatologie dépressive. Ok. La présence d'idées suicidaires, ok. Donc on est vraiment effectivement dans un aspect, on va essayer plutôt d'évaluer. Là, c'est vrai que c'est assez flou. Je vous ai fait à Essian un- une évaluation, en tout cas, ou en tout cas une description clinique extrêmement succincte. Donc vous avez raison, vraiment, on va creuser. Dans ce que vous allez creuser, alors attendez, je prends les autres éléments qui ont été rapportés avant de poursuivre. La répercussion fonctionnelle, très bien. Pression ressentie, frustré du coup, le corps parle, les non-dits, le domaine de travail. Alors, je pense vraiment sur un aspect soins primaires, premier contact, pas de partir dans des hypothèses spécifiques, mais vraiment de rester sur une exploration dans un premier temps. Et pour la suite un peu de l'intervention, je vais quand même orienter la suite. Vous faites une exploration et cette exploration aboutit au fait que, en effet, c'est principalement des déterminants de nature professionnelle qui vous rapportent, et notamment une charge de travail élevée. Et il fait aujourd'hui, il explique que
il est extrêmement fatigué, que son sommeil est perturbé, qu'il du coup pense de manière très récurrente à son travail, qu'il a du mal à se projeter dans l'avenir. Vous ne trouvez pas de tableau évoquant un état dépressif caractérisé. Euh, le patient vous explique qu'il va avoir du mal à retourner au travail dans les jours qui viennent et qu'il est un peu démuni en termes de solutions. Vous n'avez pas d'idée suicidaire, vous n'avez aucun autre facteur de gravité. Et vous avez vraiment quelqu'un qui présente un épuisement, des difficultés émotionnelles et des difficultés physiologiques, notamment voilà, en termes de sommeil principal. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Alors, il est chez son médecin traitant, là, dans notre Un arrêt de travail pour asthénie. OK. Un arrêt de travail, combien de temps? OK, une quinzaine de jours. On peut refaire un point sur les problématiques OK du sommeil. La répercussion fonctionnelle sur le plan pro, OK. OK, des antécédents. Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue adaptatif qui l'avaient déjà aidé? OK. On va essayer de lui faire conceptualiser. Est-ce qu'il a déjà réussi à surmonter une situation similaire? OK, l'orienter vers un psy. OK, déjà anticipé si on parle d'arrêt, l'après-arrêt. OK. De manière réaliste, en consultation de médecine générale, ceux qui sont confrontés vraiment dans le cadre de la consultation de médecine générale, est-ce que c'est une situation confortable? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que c'est si clair que ça, ou est-ce que vous êtes vraiment très au clair sur vraiment ce qu'on peut proposer et de manière assez standardisée à ces profils ou à ces types de situations? C'est un peu tout l'enjeu de notre propos de ce soir, hein. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire que c'est vraiment des situations qui sont généralement un peu floues, qui sortent d'un cadre vraiment théorique et diagnostique qui est clair, et sur lequel on est souvent assez démuni en termes de moyens de réponse, aussi bien pour expliquer aux patients que dans les moyens à mettre en œuvre, l'efficacité de ces derniers moyens et qu'est-ce que finalement ça va devenir et quelle est la trajectoire que ça va prendre. Et on va détailler un peu ces différents points. Mais c'est clairement, voilà, c'est difficile. Là, je reprends la remarque dans le chat alors, je ne sais pas qui c'est Samsung SM, mais globalement, oui, c'est difficile. C'est pas extrêmement compliqué en réalité, mais on est assez démuni devant le flou et devant aussi le flou aujourd'hui en termes de recommandations de ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Alors, je vais du coup poursuivre, et il y a quand même un point important à garder en tête ici, c'est que la décision quand même qu'on va prendre, et décision qu'on prend de manière, vous voyez, assez inconfortable, parce qu'on est assez démunis devant ce patient, ben, les décisions qu'on va prendre, souvent, elles impactent, on retrouve ces choses dans la littérature, vraiment sur les différents, et dans quasiment la trajectoire du patient sur quasiment les 6 mois ou l'année à venir. Et en fonction des décisions, enfin de la façon dont on va amener les choses et des décisions qu'on va prendre, on peut vraiment altérer de manière assez importante la trajectoire du patient sans le vouloir et en voulant même son bien. On va voir quels sont finalement les pièges qu'il faut pouvoir éviter. Les trois réflexes qu'on retrouve dans la littérature devant ce type de situation, c'est vraiment évaluer l'aspect dépressif ou le confondre avec une dépression et le traiter comme une dépression. Le deuxième variable, c'est la mise en arrêt en fait, du patient et avec un arrêt qui risque de se prolonger. Et la troisième variable qu'on retrouve, c'est en gros, c'est une problématique organisationnelle et du travail qui ne relève pas en tout cas de la médecine et donc je ne peux rien faire.
et du coup, je ne mettrai pas grand-chose en application. Je vais un peu essayer de soutenir mon patient ou l'orienter vers une forme de soutien, et plutôt la médecine du travail. Ces trois types de réactions, attention, vraiment orienteront de manière péjorative la trajectoire des 6 prochains mois. Et c'est vraiment la teneur de notre propos ce soir, c'est comment on va faire le distinguo et comment sur ces trois variables, qui sont en fait, c'est pas forcément des mauvais réflexes, mais si on s'en arrête là et si on les utilise de manière unique et si on les intègre pas dans une stratégie plus globale, auront euh, des conséquences négatives. Alors je reprends un peu le flou du concept quand même. Donc le terme dont on utilise burn-out, c'est plus voilà, sur un aspect, parce que c'est ce qui est utilisé en langage courant. D'un point de vue purement médical, on parle plutôt de syndrome d'épuisement professionnel. Et si je reprends la définition qu'on retrouve en France de la HAS, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel, mental, résultant d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc ça reste très flou en réalité. L'HAS le distingue bien, ce n'est pas une maladie, hein, donc il n'y a pas un diagnostic en termes de maladie. On parle plutôt de syndrome d'épuisement professionnel, et c'est vraiment la résultante de facteurs de stress de nature professionnelle. Dès qu'on regarde d'un point de vue théorique les modèles les plus solides aujourd'hui, on a plutôt les modèles, et c'est les modèles que nous on utilisera pour avoir construit le groupe Burnout de MGPSI, qui expliquent qu'il y aurait un déséquilibre durable entre finalement les demandes et les exigences du travail et les ressources disponibles pour le patient pour y faire face. Et qu'un déséquilibre prolongé sur ces différentes variables va aboutir à un syndrome d'épuisement spécifique. C'est le modèle qui est le plus courant, le plus classique et le plus simple à comprendre. Et pourquoi, du coup, je vous le donne ce soir, c'est parce que, afin que vous puissiez quand même, dans une certaine mesure, expliquer ce qui se joue au patient et essayer de l'orienter vers éventuellement des stratégies qui vont l'aider, il faut bien comprendre que, voilà, on va le déculpabiliser, on va lui expliquer que c'est un processus avec un déséquilibre et que dans les pistes à sa disposition, c'est comment il va pouvoir réduire dans une certaine mesure les demandes et comment il va pouvoir, d'autre part, augmenter ses ressources. Et ça permet d'avoir une explication assez simple à ce qui lui arrive et essayer de lui proposer des pistes assez concrètes sur comment il va pouvoir s'en sortir, sans rentrer dans des choses théoriques trop complexes. Parce que si je vais sur un point théorique plus complexe, voilà ce que ça donne en fait les différents déterminants qui agissent sur les problématiques professionnelles. Et là, je vous ai mis que les déterminants individuels et avec les déterminants du travail un peu en haut ici. Donc l'idée, c'est pas que vous reteniez tous ces déterminants, c'est pour vous montrer que d'un point de vue en fait construction aujourd'hui théorique et processus du burn-out, il y a quand même énormément de choses. L'idée n'est pas pour vous d'être dans un truc, et ce n'est pas du coup votre travail d'être dans une explication précise, claire, en prenant tous les déterminants, mais plutôt de rester sur le modèle précédent et sur une explication, je dis, assez simple, assez accessible, et in fine, c'est un peu l'objectif déculpabilisante quand même, et qui oriente le patient vers des solutions. La partie, vous voyez, plus technique, ça c'est notre problème, on s'en est occupé et le groupe Burnout qu'on va vous proposer va agir sur les différents points que vous voyez sur ce schéma. Je vais reprendre du coup les idées reçues. Donc le premier, c'est l'aspect, c'est une dépression. Euh, donc l'aspect dépressif, euh, en fait, il y a des symptômes communs, notamment la fatigue. Il y a des symptômes communs sur la perte d'envie et d'entrain, même si elle est quand même plus ciblée dans le travail, dans le burn-out. Les répercussions physiologiques peuvent être retrouvées dans les deux. Les répercussions émotionnelles peuvent être trouvées dans les deux. Et les petites choses qui peuvent distinguer sont en réalité le fait que dans le burn-out, on peut avoir une forme de soulagement, notamment avec la mise à distance du travail, et un côté, ce qu'on appelle sectorisé, c'est-à-dire que la majorité de la symptomatologie s'exprime en lien la veille ou pendant les périodes travaillées. Dans la dépression, c'est pas sectorisé, c'est-à-dire que ça touche tous les domaines de vie. Les symptômes sont quand même plus élargis. Même si, voilà, je vous le dis, il y a quand même une superposition un peu symptomatique entre les deux entités et une confusion qui est quand même facile finalement à faire et qui rend les choses pas forcément évidentes dans la démarche diagnostique. Vous, sur ce premier acte et sur la confusion possible ou le distinguo avec la dépression, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous aviez des remarques? Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, des situations cliniques récentes qui vous questionnaient, que vous souhaitiez qu'on partage?
Vous parlez du soulagement le week-end ou en congé. Moi, je vois sur des patients qui viennent, donc moi je suis en SMR, qui viennent pour burn-out. Même les week-ends, en fait, ils ont une grande culpabilisation du travail. Ils n'arrivent plus à prendre la distance du travail, même les week-ends, ou enfin, dès qu'ils sont en repos, dès qu'ils sortent du travail, ils sont dans une culpabilité du travail. Alors, c'est là où on dit la distance du travail, c'est ce terme-là qui est quand même un peu plus qui est à préciser. Tout va dépendre un peu où est-ce qu'il y en est le patient, à quel degré d'épuisement il est, à quel degré est-ce qu'on va voir dans les symptômes du burn-out de désengagement aussi, il est de son travail. C'est vrai que des fois, la mise à distance de quelques jours ne suffit pas. Le patient reste, voilà. La coupure du week-end va juste lui permettre un peu d'être uniquement dans une forme de coupure partielle où il est déjà dans l'anticipation de la reprise du lundi, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de coupure. Après, on peut observer avec des arrêts, et on reviendra sur la question des arrêts, qu'en effet, avec un arrêt plus prolongé, une mise à distance plus prolongée du travail, on peut commencer à avoir des bénéfices. C'est après assez hétérogène selon les patients et selon les dynamiques dans lesquelles ils s'inscrivent. Donc, ne voyez pas l'idée que ça peut diminuer à distance comme quelque chose d'absolu. C'est plutôt une tendance qu'on observe dans le burn-out qu'une tendance qu'on observerait dans la dépression. Il y a une question dans le chat, Euh, Pierre. ouais, j'ai vu. Est-ce que certains profils sont plus vulnérables au burn-out? Tout à fait, ouais. Alors, les profils qui ont une estime de soi faible, les profils perfectionnistes, et pour vous dire un peu psychologiquement de manière assez simple, les profils qui du coup ont tendance à évaluer leur performance, enfin leur valeur à la hauteur plutôt de leur performance ou d'une validation tierce. Et s'ils sont en fait dans des contextes ou des configurations de travail où il y a des demandes fortes et peu de ressources pour y faire face, il y a le fameux déséquilibre que je vous ai décrit tout à l'heure, bah, ils vont tendance à vouloir en faire toujours plus et à essayer de compenser ou à voir en tout cas la difficulté comme venant d'une faillibilité de leur part et non pas comme une problématique organisationnelle. Et ils vont avoir une tendance à essayer de compenser coûte que coûte plutôt la problématique de nature professionnelle. Est-ce que ça répond sur les types de profils? Je vous donne les généralités parce qu'il y a d'autres facteurs de vulnérabilité individuelle. Je ne rentre pas dans les choses qui sont plus spécifiques, mais vraiment les plus fréquents, c'est cela. Altération de l'estime de soi et profil perfectionniste. Est-ce que le burn-out ne touche que ceux qui travaillent? En gros, c'est vraiment un abus de langage, hein. Il y a le burn-out parental, tous les burn-out avec toutes les déclinaisons possibles, parce que c'est un phénomène un peu à la mode dans le concept un peu général. Euh, je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Euh, voilà. Donc, moi, dans ce que j'ai travaillé, j'ai principalement travaillé sur les facteurs professionnels. Je ne suis pas allé regarder sur les différents aspects. Néanmoins, il y a une entité utilisée quand même en santé mentale et qu'on peut retrouver qui, je trouve, même si elle n'est pas extrêmement spécifique, permet de mieux comprendre. En gros, pour faire simple, nous, on a une entité qui est connue depuis des années en psychiatrie, qui est ce qu'on appelle le trouble adaptatif. Et le trouble adaptatif, c'est assez général. Ça consiste à dire à la personne qui est pas bien, hein, elle se présente dans un état où souvent elle est mal, elle est préoccupée, elle est peut-être dans des ruminations, elle commence à avoir des petits symptômes dépressifs, voire elle a déjà des symptômes dépressifs parce que ça va évoluer. En fait, qu'elle est dans des situations de vie et qui sont des facteurs de stress auxquels elle a été soumise et qui dépassent ses capacités potentielles à y faire face. Et quand je dis capacité, c'est au sens large. Et en gros, c'est ses ressources. Ressources personnelles, ressources de temps, ressources émotionnelles, ressources cognitives, et qui finissent par avoir un impact délétère, c'est-à-dire que ça impacte son fonctionnement. Son fonctionnement, du coup, euh, devient plus compliqué, et comme son fonctionnement devient plus compliqué, elle est encore moins à même de faire face aux facteurs de stress. Et là s'opère une forme de cercle vicieux où la personne perd pied petit à petit et elle peut commencer à avoir des symptômes dépressifs, elle peut commencer à vouloir s'orienter vers des anxiolytiques ou des prises de toxiques pour s'anxioliser, et elle peut même aller jusqu'à avoir des idées suicidaires si elle a l'impression qu'elle perd complètement pied et qu'elle ne peut plus faire face aux différents facteurs de stress auxquels elle est soumise. Donc ça, c'est connu, c'est très ancien, c'était avant même tous les enjeux sur le burn-out. Mais en fait, c'est applicable à tout, ce modèle de ce qu'on appelle trouble adaptatif. Et donc, ce serait applicable à, vous voyez,
jeunes parents qui n'en peuvent plus devant leurs enfants, quelqu'un qui sature au travail, quelqu'un qui n'en peut plus dans une situation de conjugopathie, quelqu'un qui est soumis à une accumulation de facteurs de stress, et pas que forcément des choses complexes, mais une accumulation de différentes variables, et qui au bout d'un moment est dépassé, et petit à petit rentre dans une spirale négative et un cercle vicieux. Les modes d'appeler des burn-out de tout, on pourrait rester assez simple. En fait, c'est plutôt pour moi des effets un peu de mode, c'est plutôt des difficultés adaptatives spécifiques. Et après, dès qu'on les étudie de manière plus claire, c'est le cas du burn-out, vous voyez, dans le rapport un peu au travail, ouais, on en crée des entités plus spécifiques, mais là, c'est la chance qu'on a quand même. La science et les études et les aspects psychologiques ont quand même délimité le problème de manière bien plus précise que uniquement cette entité un peu de difficulté adaptative que je vous ai décrite. Est-ce qu'on pourrait, je passe à la question d'après, un état d'épuisement professionnel qui devient chronique peut évoluer vers l'état dépressif? Alors totalement, hein. C'est-à-dire que c'est l'évolution, et c'est une évolution, c'est une complication potentielle. En fait, vous avez un dépassement adaptatif, comme je vous explique, avec des configurations et des caractéristiques un peu spécifiques dans le burn-out et l'épuisement professionnel. Et un risque évolutif clair, c'est la dépression, en fait. D'où aussi la difficulté des fois de faire le diagnostic ou de distinguer un peu les deux. Et on a d'authentiques patients où en fait ils sont déjà déprimés quand on les reçoit. Donc c'est important d'aller évaluer effectivement la dimension dépressive. Après, c'est important de pas de trouver le juste milieu dans votre évaluation. Si on n'est pas encore dans un état dépressif, ce n'est pas à prendre comme tel et à surveiller ou à mettre en place des choses pour que ça n'évolue pas vers. Et si c'est déjà un état dépressif, ça nécessitera de le traiter avant d'essayer ensuite de réfléchir à comment on peut en prendre en compte les différentes variables et le rapport au travail. Au même titre que les consommations de toxiques dont je vous parlais tout à l'heure peuvent être une complication, au même titre que du coup les idées suicidaires peuvent devenir une complication. Voilà. Donc c'était le bon réflexe hein, dans la première vignette clinique. Vous voyez, j'évalue la dépression, j'évalue le retentissement fonctionnel, je demande s'il y a des toxiques, hein, vous en avez parlé, et je demande s'il y a des idées suicidaires. C'est en tout cas d'excellents réflexes. Est-ce que sur l'aspect comme ça, distinguo avec la dépression, vous aviez d'autres questions? Eh bien, je continue. Le deuxième piège et le deuxième réflexe qui, quand il est en tout cas utilisé de manière isolée et problématique, ça va être l'arrêt de travail prolongé. Euh, L'arrêt de travail, en fait, de manière euh, dans ce qu'on observe, est quand même une option qui est quand même extrêmement utilisée en soins primaires, qu'on utilise également nous en psychiatrie, hein, c'est pas l'apanage des soins primaires, devant des situations d'épuisement professionnel. Il y a plein de choses qui l'expliquent. La première, c'est que en fait, on n'a pas 50 moyens à notre disposition aujourd'hui. Et finalement, ça peut être par défaut ce qu'on utiliserait pour essayer de protéger le patient. Deuxième variable, c'est que c'est pertinent. En fait, la mise à distance du travail est quelque chose qui peut soulager l'état du patient, donc il y a une certaine pertinence clinique quand même à l'utiliser. Euh, Néanmoins, ça va avoir ses limites, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire que l'arrêt de travail utilisé de manière isolée va juste être en fait une mise à distance, un évitement transitoire, si vous voulez, des facteurs de stress, qui peut effectivement améliorer le patient, mais qui ne va pas faire évoluer la problématique. C'est-à-dire que si le patient est ensuite à nouveau confronté à son activité professionnelle, il y a une grande probabilité que ça se repasse mal à nouveau, à court, à moyen ou à long terme. Vous l'avez probablement déjà tous expérimenté, hein, je vais faire appel à votre expérience clinique, mais à qui c'est déjà arrivé que voilà, un patient qui a été arrêté, vous essayez de le remettre ensuite au travail après une période un peu qui l'a soulagé, que ce soit un arrêt court ou un arrêt plus prolongé, et en fait c'est la cata et la reprise devient un enfer, quoi. Et ensuite vous vous retrouvez empêtré dans une situation clinique à essayer de remettre au travail un patient qui n'y arrive pas du tout et qui vous trouvera toutes les explications du monde et auquel vous serez ensuite bien en peine de l'imposer de reprendre, quoi. N'hésitez pas, hein, dites-nous, hein, si je suis le seul à qui c'est arrivé, je vais me questionner, mais
Et ce serait quoi, du coup, les possibilités à proposer aux patients? On En va fait, y venir, on va y venir. Là, c'est vraiment les réflexes habituels, les distinguos et les réflexes à avoir. Et on va voir un peu ce qu'on peut proposer, parce que vous allez voir, on ne peut pas proposer, il n'y a pas 70 solutions. Alors nous, on va vous en apporter une nouvelle aujourd'hui, on va le détailler à la fin de cette présentation. Mais en tout cas, il faut garder en tête que ce que je vous dis de partir ou de rester que sur la piste dépressive, c'était le point précédent, a des limites, et important à faire, mais on ne pourra pas s'arrêter là. Que rester dans l'idée qu'il n'y a que l'arrêt de travail, même si on est assez démuni et qu'on n'a pas 70 solutions, n'est pas une mauvaise idée, mais n'est pas forcément une bonne idée, ça va dépendre comment on le dose et surtout ne pas l'utiliser seul. Et on viendra ensuite sur la prise en compte des déterminants autres qui soient personnels et professionnels. Mais vraiment, mon propos aujourd'hui, c'est de vous mettre un peu en lumière les limites auxquelles on est confronté et qui sont réelles, et comment on peut composer avec ces limites aujourd'hui. En tout cas, vraiment, je reprends ma question et je repose ma question. Avez-vous déjà été confronté à des remises au travail difficiles après un arrêt? Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. Et il ne faut pas vous dire que vous faites mal, hein. Ça, c'est important, il faut se déculpabiliser en tant que professionnel. C'est vraiment ça illustre à quel point la situation est quand même complexe, qu'on est devant des entités multifactorielles sur lesquelles on a une prise relativement limitée et sur lesquelles les options à notre disposition, une fois qu'on a bien fait notre travail de discrimination et de prise en charge, vous voyez, d'un état dépressif ou des complications, bah, finalement, est aujourd'hui un peu limitée et que l'arrêt est une stratégie, vous voyez ce que je veux dire, limitée. Alors après, vous avez raison, je le vois dans le chat, on a d'autres types de stratégies, hein, le temps partiel thérapeutique, etc., les reprises progressives. Donc ça va être des stratégies assez intéressantes pour une reprise et que le patient se réadapte à la reprise. Mais des fois, même avec ça devient compliqué. Et c'est là où on rentre après dans la galère de l'invalidité, de l'incapacité au poste, de tout ce que le patient ou l'accompagnement du patient va pouvoir trouver pour essayer de lutter contre un processus sur lequel finalement la, la- la mise à distance et la mécanique de reprise s'est enrayée. Alors, vis-à-vis de ça, vraiment, faut rester assez schématique et de rester dans une vision un peu processuelle, hein. C'est-à-dire, schématiquement, imaginer qu'un patient en état d'épuisement professionnel, c'est un téléphone portable dont la batterie est devenue défaillante. Voilà, et qui devient compliqué. Si vous le mettez en arrêt, bah, c'est comme si vous fermiez quelques applications, mais en fait, la batterie, elle reste quand même assez défaillante, elle reste relativement déchargée, ça se décharge un peu moins vite, mais ça se recharge pas pour autant. Et dès qu'on remettra du coup et réutilisera le téléphone comme d'habitude, il y a une grande chance qu'à nouveau ce soit la cata. Alors, j'ai peut-être pas utilisé la meilleure métaphore, mais c'était vraiment pour vous retenir un peu l'idée. Ça va pas être uniquement l'arrêt, ça va pas être uniquement voilà, le fait de fermer certaines applications dans ma métaphore qui va se servir ou qui va réussir à corriger un peu le problème. Probablement qu'il va falloir changer la batterie ou qu'il va falloir racheter un câble métaphoriquement. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans la pratique, on ne peut pas uniquement mettre l'arrêt sans déjà questionner la suite. Ça va être dans la pratique un peu courante. Il va être assez important, si on propose l'arrêt, je vous le rappelle, ce n'est pas forcément une mauvaise solution, effectivement, de leur expliquer les avantages et les inconvénients, hein, c'est très très bien, là, vous voyez, vous pouvez leur expliquer, voilà, écueils, conséquences potentielles de l'arrêt. On discute avec eux des avantages et des inconvénients, et on discute l'idée qu'on va le mettre en place de manière généralement courte, quitte à le réévaluer, en essayant de se prémunir du piège, en fait, d'une difficulté de la reprise. Ça ne vous garantit pas que la reprise ne soit pas difficile, mais ça augmente la probabilité que le patient quand même conscientise dans quoi on s'embarque. Ça augmente le fait de ne pas vous mettre vous-même dans un truc ensuite sur lequel vous avez du mal à revenir sur la décision de l'arrêt, parce que en fait le fait de faire ça, c'est aussi plus simple pour vous pour ensuite dire qu'on ne poursuivra pas dans la stratégie de l'arrêt, hein, parce que vous l'avez défini dès le début. Et ça pousse du coup le patient, parce que c'est dans notre discussion, on décrit, on explique les avantages et les inconvénients, on explique qu'on va potentiellement mettre un arrêt pour les soulager, on explique qu'il y aura peut-être une difficulté à la reprise, et on explique que l'arrêt seul ne suffira pas, et que pendant la période d'arrêt, on va distinguer finalement deux phases. Une phase de récupération, de mise à distance du travail, et une deuxième phase, quelle que soit la durée de l'arrêt, dont les objectifs seront la projection dans la reprise.
et la projection notamment de mise en place de stratégies ou de choses que le patient pourrait changer, qui lui permettraient que la reprise se passe dans de meilleures conditions. Quitte à ce qu'il nous sollicite, alors ça c'est plus dans le champ de la psychiatrie, mais ça peut être aussi vous en tant que médecin généraliste, pour réfléchir à des choses qui permettraient que la reprise se passe mieux. Alors lui, il peut projeter des solutions, il peut projeter des choses à voir avec finalement sa hiérarchie, il peut projeter lui-même des petites stratégies pour ne pas reconnaître les difficultés qu'il a connues avant d'être arrêté, et il peut projeter potentiellement, vous voyez, des mesures médico-administratives type le temps partiel thérapeutique pour une reprise progressive. Mais je pense que c'est extrêmement important que votre arrêt soit expliqué, que les limites soient pointées et que l'arrêt soit vraiment présenté comme ça en 2 temps pour le patient, de manière assez systématique, avec un temps dédié à la récupération et la mise à distance et un temps qui est dédié à la préparation de la reprise. Vous augmentez du coup grandement la probabilité que l'arrêt du coup soit efficace et que la reprise soit moins compliquée. Ça vous le garantit pas, hein. On a des profils de patients, le rapport au travail est devenu trop compliqué. L'arrêt, il intervient à un moment où le processus, de toute façon, est un peu irréparable, même si vous faites bien les choses en 2 temps, comme je vous l'ai décrit. Est-ce que sur l'aspect et la notion de l'arrêt, c'est plutôt clair pour vous? On va aborder la préparation de la reprise après. La préparation de la reprise, je ne l'aborde pas, mais on peut la détailler là si vous voulez, hein. Parce La que, préparation de... pardon, Allez-y. dans le cadre d'un arrêt de travail, justement, pour mettre à distance le patient par rapport au travail, euh, la grande difficulté, c'est que le généraliste va proposer, faut aller voir un psychologue, pardon, ou aller voir un psychiatre, il va changer le traitement. Et en fait, la seule chose, c'est que les accompagnements, ils sont très très longs. Donc, si c'est très très difficile de retourner au travail, après le patient peut être très en demande d'avoir un accompagnement, mais on va dire une prise en charge rapide pour avoir des exercices à faire ou justement se remettre en route pour retourner au travail. Alors, tout dépendra bien sûr du profil du patient, du niveau de difficulté. Est-ce que c'est la première fois, pas la première fois que ça arrive? Des facteurs un peu professionnels et des configurations dans lesquelles lui, il est en difficulté. Donc, il y a on peut pas, je pourrais pas faire une généralité absolue dans ce que je vais vous dire par la suite. Néanmoins, sur des patients, vous voyez, en difficulté transitoire où c'est pas la cata, on va prendre plutôt ce profil-là, où il y a quand même une bonne probabilité de reprise. Le fait de faire juste un arrêt comme ça, et en plus de le faire de manière prolongée, allez hop, c'est d'emblée 1 mois, ou d'emblée 2 mois, ou d'emblée 6 mois. On le voit et c'est même recommandé des fois sur des trucs qu'on voit passer ou des postures médicales grand public sur des plateaux télé ou dans les médias. C'est la cata de faire ça en fait, parce que vous allez vraiment les mettre à distance et plus ils vont être à distance, plus la reprise va être compliquée, alors que de base, on était dans des configurations et des profils sur lesquels si on l'avait juste fait de manière courte en 2 temps, comme je vous ai expliqué, ça pouvait passer sans accompagnement spécifique, hein, je précise bien. Ensuite, la demande d'accompagnement spécifique, il faut se méfier. Si vous, vous estimez que c'est pertinent, il faut pouvoir la lancer, mais il faut pouvoir quand même préparer en soins primaires l'idée que voilà, ils vont reprendre et qu'ils auront accès à un accompagnement spécifique dans un second temps. Si c'est le patient qui la demande, il faut se méfier, est-ce qu'on n'est pas dans une super stratégie d'évitement? Le patient, il demande, je ne peux pas prendre tant que je n'ai pas d'accompagnement. En fait, c'est peut-être une super stratégie d'évitement de la reprise alors qu'il a peut-être quand même des ressources. Et il ne faut pas sous-estimer, il faut quand même pouvoir pousser nos patients dans leurs ressources adaptatives. Nos patients, ils ont quand même un cerveau, ils ont 2 bras et 2 jambes qui fonctionnent, ils ont une capacité à s'exprimer, donc ils peuvent quand même passer un premier temps de récupération, je redis bien, réfléchir à qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en regard, qu'est-ce qu'ils pourraient faire peut-être un peu différemment, comment ils pourraient s'économiser, comment les choses pourraient être un peu plus vivables au travail. Vous voyez. Et ça, vraiment, je pense qu'il ne faut pas déposséder nos patients de leur capacité à faire face aux choses et plutôt les pousser dans cette direction. Même si vous n'êtes pas un professionnel sur des notions psychologiques de gestion de l'épuisement, même si vous n'avez pas des notions de psychothérapie, on peut quand même leur rappeler ça. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas le lâcher en soins primaires pour pas non plus rentrer dans des choses où effectivement l'accès à un accompagnement spécifique est long et risque de prolonger l'arrêt et risque en fait finalement d'aggraver ou de créer une trajectoire péjorative dans des situations qui pourtant, si on n'avait pas arrêté longtemps ou si on avait poussé un peu le patient, n'évolueraient pas de manière négative. Et
Vous voyez, la notion de moyenne, 18 mois d'arrêt, on trouve 2 ans d'arrêt même dans certaines choses. C'est assez délirant, hein. Et je vous le dis, ça crée des dynamiques. Voilà, ça reste pas valide sur le plan scientifique et sur le plan du coup de la littérature scientifique, mais ça reste relativement consensuel un peu dans les pratiques. Voilà. Et pourquoi en fait on est là-dedans et pourquoi on arrive à des chiffres comme ça délirants avec des durées d'arrêt délirantes? C'est parce qu'en fait on ne sait pas quoi leur proposer d'autre, qu'en effet l'accès à des accompagnements est hyper long, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est l'enfer absolu ensuite pour les faire retravailler. Et la plupart du temps, si vous êtes sur des arrêts aussi prolongés, en fait, ils reviennent jamais au poste initial. Il y a des configurations ou des adaptations qui sont faites ou ils changent même d'orientation. Est-ce que ça valait 2 ans d'arrêt pour aboutir à ça? Je suis pas sûr. Vous verrez que nous, dans ce qu'on va proposer, on n'est pas du tout dans ces approches-là. On se base sur des enjeux un peu qui sont quand même utiles, trouvables dans la littérature scientifique sur le sujet. Et il n'y a rien aujourd'hui qui nous dit il faut absolument 18 mois d'arrêt. Ouais. En tout cas, je reprends la remarque de ma collègue docteur Edwige, hein. La mise un peu en accord et un peu la réflexion avec le patient au préalable et d'arriver à trouver des critères pragmatiques, spécifiques et de ne pas rester quand je serai prêt, cette notion extrêmement abstraite de quand je me sentirai prêt. Parce qu'un patient qui a souffert ou qui souffre de sa situation au travail, il n'a pas envie d'y retourner, hein. Il se sentira jamais prêt pour retourner souffrir. Donc, je vous le dis, il faut quand même le pousser plutôt dans une vision un peu pragmatique sur quoi il pourrait avoir prise, dans quelles conditions précises et sur quel levier il pourrait jouer pour reprendre. Et ça, je le redis, hein, je pense qu'en soins primaires, on peut déjà avoir un rôle euh, et déjà réussir à mettre en place, ce que je veux dire, un discours qui pousse le patient dans cette direction et qui le met en garde sur des arrêts trop prolongés. Euh, je regarde un peu les questions. On distingue bien les patients arrêtés depuis moins d'un an dans la littérature scientifique des patients arrêtés depuis plus d'un an. Clairement, un patient arrêté depuis plus d'un an, c'est extrêmement péjoratif, le pronostic de reprise, hein. D'accord? Donc, si vous êtes face à des patients arrêtés depuis plus d'un an, en effet, hein, essayez d'aller vers les aspects d'accompagnement, essayez de mettre en place ce que vous pouvez. Dès qu'on est à moins d'un an d'arrêt, et c'est déjà énorme, hein, un an d'arrêt, le pronostic de reprise, voilà, est quand même bien meilleur. Donc, ça nous oriente ces données-là. Elles ne sont pas extrêmement précises, hein, vous voyez, c'est des études avec moins d'un an, plus d'un an. Ça oriente quand même plutôt sur l'idée que dans une certaine dynamique, il ne faut pas être sur des arrêts longs, en fait. Il ne faut pas être sur des arrêts trop prolongés. Toujours sur cette notion d'arrêt, sur comment on peut le manipuler, le mobiliser, le présenter au patient et anticiper un peu la reprise. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques? Passe du coup à l'étape d'après. Euh, Donc, il y avait la troisième variable que je vous ai expliquée, qui est de rester, alors je sais, c'est pas quand même la posture la plus fréquente, mais sur l'idée que ce sont que des déterminants organisationnels et qu'en tant que professionnel de santé, nous, on a peu ou pas prise dessus. Euh, c'est une croyance ou une posture qui un petit rationnel scientifique, c'est tout le paradoxe de la chose, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, ce qui a été principalement étudié dans le burn-out et l'épuisement professionnel, ce sont les déterminants professionnels. Et sur les dernières années, la majorité des études et la majorité des interventions, y compris des interventions en termes de santé publique, se sont orientées non pas sur la personne et le patient, mais se sont orientées sur les déterminants professionnels, sur du coup les différentes variables professionnelles, sur les organisations du travail. Euh, si on se penche sur les déterminants individuels, ils sont en fait beaucoup moins étudiés. Il y a moins de consensus scientifique, il y a beaucoup moins de choses développées sur le sujet. En l'occurrence, dès qu'on s'est lancé, nous, sur le fait de faire un programme psychothérapeutique sur le sujet, on a trouvé, il n'existe aucun programme aujourd'hui scientifique validé sur le sujet. Il n'y a pas de prise en charge individuelle précise, codifiée qui existe.
Néanmoins, dès qu'on se penche sur la question, il y a quand même des leviers. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une idée reçue et qu'il ne faut pas s'arrêter à l'idée bah, c'est que pro, il faut changer le travail, et c'est comme ça que le patient ira mieux. C'est qu'il y a d'authentiques déterminants individuels qui sont et qui peuvent être problématiques, qui peuvent prédisposer ou aggraver euh, un mécanisme d'épuisement professionnel. Voilà. Pour bien comprendre, faut voir que ces déterminants, je vais vous les redétailler. À la fois, seuls, ils n'expliqueraient pas l'épuisement professionnel, mais ils prédisposent, c'est des facteurs de vulnérabilité et ils aggravent, ils augmentent de manière drastique le risque et l'intensité de l'épuisement s'il y a des déterminants professionnels qui sont favorables, en tout cas qui sont pourvoyeurs d'un épuisement. Dedans, on retrouve le fonctionnement perfectionnisme. On retrouve la difficulté ou le manque de mise en place de stratégies de récupération. On trouve des stratégies d'adaptation. Alors, c'est très général ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation, mais c'est des patients qui vont avoir une tendance à. C'est plutôt lié au perfectionnisme. En gros, ils sont en difficulté, il y a une charge qui les déborde, bah, ils vont avoir tendance à essayer d'en faire encore plus, pour faire très schématique. Ensuite, on a les conflits avec le système de valeurs. Si la personne a des valeurs extrêmement rigides, extrêmement fortes, qu'elle a peu de flexibilité dessus, eh ben, ça peut créer des conflits extrêmement importants avec un vécu émotionnel difficile au travail. Alors, des fois, c'est le cas, hein, on a vraiment un travail qui est en contradiction avec ses valeurs, et dans ce cas-là, c'est pas une question de rigidité personnelle, mais on peut avoir aussi une question de rigidité personnelle. Si je prends une valeur assez fréquente et sur laquelle on a une majorité de la population aujourd'hui qui est quand même peu flexible, c'est la justice. S'il y a des situations authentiquement injustes au travail, bah, ça mettra en difficulté la plupart des personnes. Enfin, c'est les exigences élevées. C'est un peu différent du perfectionnisme. Quand la personne fonctionne avec un haut degré d'exigence, bah forcément, elle va faire et elle va réaliser ses tâches avec un haut degré d'exigence et donc avec quelque chose qui lui demande beaucoup d'énergie de manière supplémentaire. Je ne mets pas là dedans, mais on retrouverait les altérations de l'estime de soi qui sont souvent corrélées au perfectionnisme dont je vous parlais tout à l'heure. Et on retrouve également des personnes qui ont des difficultés de communication et qui vont avoir une tendance à s'isoler, avoir du mal à demander de l'aide, avoir du mal à poser des limites, du mal à dire non. Je vous évoque ça. Pourquoi? Parce que pour bien que vous compreniez dans ce qu'on va reproposer et dans ce qu'on va proposer du coup aux patients, ou dans les accompagnements qui sont proposés, parce que vous pouvez vous retrouver, vous, en tant que professionnel ou médecin généraliste, assez dans le flou, bah, je vais demander au patient d'aller voir un psy, ou je vais devoir lui demander d'aller voir un psychologue, ou je vais lui proposer un truc d'accompagnement. Euh, Si cet accompagnement est très général, si c'est juste un peu du soutien, si c'est, voilà, bah, ça va pas quand même, normalement, ça va pas donner grand-chose. Si l'accompagnement est un dispositif spécifique de qualité de vie au travail, etc., qui va l'aider à se confronter aux différents déterminants professionnels, ça devient déjà plus intéressant. Si on a un suivi individuel qui va creuser ces types de déterminants pour aider le patient à développer des capacités à la fois à bien se comprendre, à essayer de s'adapter différemment, c'est intéressant aussi. Alors ça, ça va être plus compliqué, vous voyez, à trouver. C'est ce que nous, on propose dans le groupe. Mais voilà, tous les accompagnements ne se valent pas et l'idéal aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'accompagnement et ce qui est proposé, c'est quelque chose qui est double, donc qui va permettre aux patients, à titre individuel, d'identifier et de travailler sur éventuellement des fonctionnements personnels qui pourraient poser problème au travail, plus des interventions professionnelles qui permettent justement d'identifier au sein du travail, dans les organisations du travail, ce qui peut poser problème pour éventuellement les faire bouger, cette fois-ci directement d'un point de vue professionnel. En pratique, bah, vous voyez que ça, c'est la belle théorie, mais en pratique, on a rarement pour nos patients la possibilité à la fois, quand ils sont dans des situations difficiles professionnelles, qu'elles soient très aiguës ou qu'elles soient prolongées, on a rarement l'occasion, ils ont rarement l'occasion en réalité d'avoir accès à ces deux types d'aide. Ça se développe pas mal là, tout ce qui est QVT, qualité de vie au travail, etc. Mais c'est encore extrêmement hétérogène. C'est encore à deux niveaux, hein, c'est-à-dire hétérogène dans le sens où tout le monde n'y a pas accès, et hétérogène sur ce qui est réellement proposé dans ces dispositifs d'accompagnement ou de modification sur le plan professionnel. Est-ce que sur les fameux déterminants et sur le fait qu'il n'y ait pas que déterminants de nature professionnelle, euh, vous aviez pareil des questions, des remarques?
Mon propos, c'était de dire en tout cas qu'il n'y a pas que des déterminants pro et que les déterminants individuels sont aujourd'hui quand même bien connus et qu'il y a moyen de faire quelque chose dessus. Néanmoins, il ne faut pas culpabiliser les patients, je réinsiste sur ça, c'est-à-dire que les déterminants individuels ne sont généralement pas responsables de l'épuisement professionnel, hors rare cas de figure, et que c'est par contre un angle d'attaque pertinent dont ils ont quand même intérêt à avoir conscience, et si on peut leur proposer, bah, c'est dommage de s'en priver. Je n'ai pas répondu à la remarque de tout à l'heure de l'intérêt de la visite de pré-reprise avec la médecine du travail. Bah, c'est quelque chose qui est plus ou moins obligatoire en fonction des durées d'arrêt. De souvenir, si vous êtes à plus de 3 mois d'arrêt, je crois qu'il y a une forme d'obligation normalement à une visite de pré-reprise. En pratique, moi d'expérience clinique, je vois que tous les patients ne l'ont pas forcément, même si c'est obligatoire. Euh, mais il y a des patients pour lesquels il y a un réel intérêt avec une vraie évaluation un peu individualisée. Il y a d'autres patients, je vous dirais, mais pareil, je ne suis pas dans ces entretiens, je ne sais pas ce qui s'y joue, je ne sais pas ce qui s'y dit. Mais il y a d'autres patients, ça a l'air d'être plus une formalité administrative que vraiment une réévaluation un peu précise de la situation et des leviers sur lesquels les aider, en tout cas à prévenir une rechute ou à nouveau un arrêt. Ah oui, c'est ça, visite de pré-reprise versus visite de reprise, ouais, ok. Bah voilà, ça, je me prononcerai pas en tout cas sur le. Je pense que c'est très personne et médecin indépendant. La visite de pré-reprise, elle peut permettre en fait de préparer le terrain sur la reprise par rapport à l'employeur. C'est ça qui peut être intéressant. La visite de reprise, D'accord. au-delà de 2 mois, elle sera obligatoire. Mhm. En maladie, c'est 30 jours pour un accident de travail, 8 jours pour une maladie professionnelle. Mais surtout, l'intérêt, moi, que j'y vois, c'est de préparer le retour par rapport à l'employeur. Côté employeur, ouais. Ok. Comment on peut faire que sur un temps partiel thérapeutique, comment répartir le temps partiel thérapeutique, parce qu'il y a des employeurs qui les refusent. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, vous voyez, étape un peu supplémentaire qui n'est pas inintéressante dès qu'on essaye de prendre en compte la fameuse partie déterminant de nature organisationnelle et une espèce d'ajustement, en tout cas transitoire, de la durée de travail. Donc, ça peut être un levier, vous voyez, complémentaire plutôt sur la partie organisation du travail. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avance et on va aller vraiment sur la fin de notre présentation, plutôt sur l'aspect vraiment, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait finalement en consultation, hein, cette fois-ci de manière assez pragmatique. Euh, on va reprendre étape par étape, hein. La première, c'est vraiment, bon, bah, on repère l'épuisement et on le distingue des enjeux plutôt de nature dépressive et on va explorer les éléments un peu de gravité, comme on a fait vraiment sur la première vignette clinique. Je vous ai remis sur cette diapositive, mais ne retenez pas forcément les questions qui sont, on va dire, qui peuvent aider à une forme de dépistage rapide. Vous allez voir que c'est absolument pas spécifique. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans certains questionnaires. Je vous ai mis celles qui sont les plus pondérées dans des questionnaires les plus utilisés dans le dépistage du burn-out. Euh, je les ai mis à la fois pour que vous les regardiez, mais pas spécialement pour que vous les reteniez, parce que c'était pour vous montrer à quel point c'est aspécifique. Donc vraiment, si vous avez déjà, vous questionnez bien votre patient, vous l'interrogez, vous allez du coup pouvoir, et surtout le point important n'est pas vraiment de faire une espèce de diagnostic de quelque chose qui n'est pas, je vous le rappelle, une maladie, mais plutôt un syndrome, mais plutôt d'être sûr qu'il n'est pas déjà déprimé, voyez, qu'on n'est pas dans un état dépressif, qu'il n'y a pas d'élément de gravité. Ça va être plutôt ça l'enjeu clinique de l'évaluation. Si vraiment vous avez envie de faire du zèle, il existe du coup des questionnaires d'évaluation plus ou moins longs. Le questionnaire historique est en fait très mauvais d'un point de vue psychométrique, c'est ce qu'on appelle le MALAC Burnout Inventory, qui est encore toujours très utilisé, qui est une référence, mais qui sont et qui restent et qui explorent des dimensions pas forcément consensuelles du burnout. Vous avez d'autres types de questionnaires existants aujourd'hui, comme le Copenhague Burnout Inventory que je vous ai dit. Vous avez également ce qu'on appelle l'OLBI, le Hollenberg Burnout Inventory. Enfin, il y en a d'autres pour ceux que ça intéresserait.
Et vous avez des questionnaires beaucoup, beaucoup plus précis. Si vous avez une pratique spécialisée ou une pratique que vous souhaitez orienter sur l'épuisement professionnel, il y a un questionnaire qui s'appelle la COPSOC. Voilà, pour que ceux que ça intéresse, c'est vraiment ça. Par contre, c'est 46 questions, c'est assez long, ça explore toutes les dimensions, notamment auxquelles le patient peut être confronté d'un point de vue professionnel et qui peuvent le mettre en difficulté. Vous, ensuite, au-delà de l'évaluation, ça va être comment je présente ça au patient. Et vraiment, j'insiste, la présentation doit être assez déculpabilisante, que c'est pas une faiblesse, que c'est pas forcément un trouble, mais qu'ils sont dans une situation où ils sont dépassés, dû à un déséquilibre prolongé entre les demandes du travail et les ressources à leur disposition. Et il faut vraiment, voilà, bien comprendre. Et ensuite, ça va permettre d'amener ce qu'on peut lui proposer par rapport à ça. Et notamment, on peut lui proposer, voilà, l'arrêt dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec attention, une façon extrêmement précise de lui proposer son arrêt, pas dans la durée, d'emblée avec une espèce d'anticipation. Et là, vous voyez, on peut intégrer ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut intégrer l'idée qu'il ait une éventuelle visite de pré-reprise, on peut déjà le pousser sur l'idée qu'il ait à réfléchir dans la deuxième partie de son arrêt à comment il va pouvoir s'y remettre, quels sont les petits éléments qui pourraient changer. On n'a pas besoin encore qu'il ait un suivi, là, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Et ensuite, éventuellement, lui proposer de s'orienter, mais pas forcément comme un prérequis à la reprise, pas forcément comme quelque chose limitant la reprise, vers des accompagnements spécifiques. Dans les accompagnements spécifiques, s'il a accès à des aspects, je voulais, d'accompagnement via son entreprise, qualité de vie au travail, etc., des pôles qui aident à ça, bah, autant qu'il aille les solliciter. Si il y a des possibilités de suivi individuel, vous pouvez les orienter vers, mais attention, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que le suivi individuel va être vraiment extrêmement spécifique de la prise en charge de l'épuisement? Point d'interrogation. Là, c'est nous ce qu'on vous propose, c'est les ateliers un peu spécifiques ciblés. Donc nous, on a développé, je vous le dis, sur les dernières années, un programme en 9 séances, à raison d'une séance par semaine, à destination des patients qui connaissent un épuisement professionnel depuis moins d'un an, qui peuvent être arrêtés, mais avec un arrêt depuis moins d'un an. S'ils sont arrêtés depuis plus d'un an, ils ne seront pas inclus sur ce type d'atelier. Et l'objectif, c'est de travailler avec les patients sur du coup les problématiques les plus fréquentes de comment y faire face, aussi bien sur le plan individuel que structurel dans le burn-out. Si je vous détaille le programme, il y a 9 séances. La première séance, c'est une séance d'explication un peu générale sur le processus, assez déculpabilisante pour qu'ils comprennent bien ce qui se joue et qu'ils comprennent les déterminants à la fois professionnels et individuels agissant sur le burn-out. La séance 2, c'est des stratégies de gestion des charges de travail élevées voilà, de comment s'organiser, comment limiter un peu la charge, comment réussir à organiser son travail d'une certaine manière pour moins subir des stratégies, des sources un peu de distraction, des sources d'épuisement très spécifiques. Ils doivent ensuite, c'est un atelier TCC, donc ils ont des exercices entre les séances, ils doivent appliquer dans leur travail ou dans leur vie privée s'ils sont en arrêt les techniques qui sont apprises. Ensuite, du coup, séance 3, ils ont du coup une sensibilisation et des tâches à faire pour mettre en place des stratégies de récupération efficaces. Je ne détaille pas tout exprès, hein. Pour ceux que ça intéresse, on pourra en discuter là, à la fin de la présentation. Séance 4, c'est des séances avec des outils pour blinder l'estime de soi. Séance et lutter contre le blâme en cas d'échec, en cas de critique. Séance du coup, excusez-moi, je m'y perds. Séance 5, c'est un travail sur le perfectionnisme et sur les mécaniques perfectionnistes. L'exposition et l'exercice, c'est de leur apprendre à faire moins, donc essayer de faire un truc moins précis, moins parfait dans leur activité professionnelle et d'observer qu'il n'y a pas de conséquences dommageables, qu'ils ne sont pas des moins bons professionnels, qu'ils n'ont pas plus de critiques de la part de leur entourage, de leurs collègues ou de leur hiérarchie. Donc l'idée, c'est de leur apprendre à en faire moins et de se rendre compte que ça ne fait pas moins bien et comme ça, ils arrivent à s'économiser. Séance du coup 6, on est sur des séances qui sont plutôt dédiées à la communication, l'assertivité, la demande d'aide, la pose de limites et la gestion de critiques. Séance 7, on est sur du coup une séance dédiée à l'exploration de leurs valeurs et la mise en adéquation de leurs valeurs avec du coup leur mode de fonctionnement. Ensuite, on a une séance de synthèse et on a une séance un peu de conclusion avec la prévention de la rechute où ils ont un plan personnalisé de prévention de la rechute. En fait, vous voyez, ce qu'on propose, c'est ce qu'on a essayé de designer, c'est de couvrir vraiment toutes les spécificités de l'épuisement professionnel pour que le patient ait des outils pour y faire face. Alors, c'est assez général, hein, peut-être que
toutes les variables qu'on aborde ne correspondent pas à tous les patients, mais au moins on a une approche la plus exhaustive possible, tout en restant un peu condensé, vous voyez, en séance, pour que le patient soit un peu conscientise bien ce qu'il joue, soit équipé et soit armé pour pouvoir se reprendre l'activité, en tout cas dans les meilleures conditions, ou en tout cas poursuivre son activité en se prémunissant des différentes variables aboutissant à l'épuisement. Donc, je ferme l'aparté sur ce qu'on propose, mais voilà, considérez que maintenant, en tout cas en Indre-et-Loire, vous avez la possibilité de les orienter vers ce type d'atelier de prise en charge spécifique. Mais j'insiste, n'attendez pas forcément qu'ils fassent cet atelier pour discuter avec eux de la reprise. À garder un peu pour vous, et vraiment c'est la finalité, et c'est vraiment le filigrane de mon propos. Donc c'est pas un état, c'est pas un trouble, hein, c'est un processus spécifique sur lequel il y a différents déterminants, des déterminants individuels et des déterminants effectivement de nature professionnelle. Et plus on agit précocement sur ce processus, et moins finalement on le laisse traîner en attendant qu'il y ait une forme de changement, plus il va être réversible. Et je vous le rappelle, hein, passé un an, il y a une faible probabilité que le patient retourne au travail. Et ce que vous pouvez changer demain dans votre consultation, c'est à garder le repérage, ouais, ce que je veux dire, la discrimination des aspects dépressifs et des complications, l'explication des culpabilisantes pour le patient, un peu du mécanisme un peu qui arrive, l'explication aussi et la sensibilisation vis-à-vis potentiellement de ce qu'on va pouvoir utiliser, lui proposer l'arrêt de travail, et une orientation aujourd'hui précoce dans ce qui est à votre disposition vers éventuellement nos ateliers ou des dispositifs spécifiques si le patient y a accès via son travail. J'ai fini du coup mon propos là et ma présentation, donc on peut échanger sur ces différentes variables. Euh, et donc je vais répondre aux différentes questions, je vois il y en a déjà. Là, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à rapporter si vous avez, on a encore un petit peu de temps devant nous, vous avez eu des situations cliniques que vous souhaitiez partager, vous savez pas trop quoi en faire et on pourrait en discuter. Je vais commencer par les deux questions du chat et je vous passerai la parole après, Lucie. Est-ce que les groupes qu'on propose concernent uniquement les gens en activité? Donc non, pas forcément. C'est idéal s'ils sont encore en activité ou s'ils sont en reprise d'activité parce que les exercices à faire, ils prennent vraiment, ils sont encore plus pertinents quand ils doivent les appliquer dans leur activité professionnelle. Euh, Néanmoins, je vous le dis, s'ils sont arrêtés avec l'arrêt et de moins d'un an, il n'y a pas de souci, on peut, et les exercices ont été réfléchis pour que le patient puisse les tester dans sa vie privée. Deuxième question d'Aurélie, est-ce qu'il existe des spécificités dans la prise en charge du burn-out des professionnels de santé? Oui, oui, oui. C'est là où d'ailleurs il y a le plus de littérature scientifique en réalité, notamment pour cibler une composante qu'on appelle l'épuisement compassionnel. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est pas c'est pas le propos ce soir. Euh, donc oui, il y a des spécificités. Néanmoins, au-delà de ces spécificités, de cette fameuse dimension, ce qu'on appelle d'épuisement compassionnel, les autres variables que je vous ai décrites et qu'on fait dans notre atelier psychothérapeutique concernent également les professionnels de santé, concernent toutes les professions. Voilà. Si j'avais dû designer un groupe, vous voyez, spécifique pour des professionnels de santé, on aurait juste fait une séance supplémentaire sur l'épuisement compassionnel. Mais on aurait quand même fait les 9 autres séances. Lucie, allez-y. Oui, alors moi, je suis un peu perturbée parce que il y a plein de choses que j'ai entendues et vous dites complètement le contraire par rapport au burn-out. Euh, donc, je suis un peu perdue, je vous avouerai. Moi, je vois dans mon SMR ce qu'on fait, nous, quelqu'un qui vient pour un burn-out, un épuisement professionnel, il peut venir chez nous entre 1 et 2 mois. Et après, il peut avoir des séquencés. Alors, on a des gens, on fait ce qu'on appelle des multiséquencés, donc ils reviennent un peu chez eux, ils reviennent nous voir, etc. Et c'est vrai que des fois, on se dit, est-ce qu'ils sont en burn-out? Est-ce que le burn-out s'est transformé en dépression? Mais on parle souvent d'un temps long et vous dites le contraire, que il faut plutôt la remise, remettre le pied à l'étrier
pour y retourner avec des outils. Nous, souvent, quand ils arrivent, ils sont fatigués. Ils sont fatigués, donc on dit il faut les laisser se reposer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, comme je vous disais, les 18 mois, moi, j'avais eu une intervention où il disait la première année, il faut qu'ils dorment. C'est bien le problème, et c'est là où moi je vous pointe ça. Allez chercher une étude scientifique qui vous dit qu'il faut les arrêter 18 mois et qu'ils se reposent une année. Mm. Ouais, c'est pour ça, là, je suis complètement perturbée parce que c'est des professionnels qui ont présenté ça, quoi. Mais oui, je n'enlève pas. Euh, Je n'enlève pas, je n'enlève pas, je vous dis, le côté bricolage que je vous explique, auquel on est confronté devant ce type de problématique, devant un manque de données. Mais on n'a pas non plus de données qui disent, c'est sûr, c'est la recommandation, il faut les arrêter tant de temps. Et si on regarde, vous voyez, je me permets de faire cette présentation après 3 ans de travail sur le sujet, hein. Je ne l'ai pas fait mm, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, en regardant rapidement ce qui se fait dans la littérature. Et en réalité, moi aussi, hein, j'avais appris initialement, j'avais appris à la fac, j'avais appris dans les différentes choses que j'avais écoutées qu'il faut les arrêter de manière prolongée, etc. Je vous le dis, c'est une idée extrêmement répandue. Vous voyez ce que je veux dire. Mais on a plein d'idées répandues, vous voyez, en médecine qu'il faut quand même pouvoir questionner. Hein, et celle-ci, en tout cas, vous voyez, moi, à l'issue de ce travail-là, elle n'est pas validée scientifiquement, en fait, cette idée qu'il faut les arrêter longtemps. Et si on prend les processus, comme je vous ai décrits, qui peuvent jouer et qui ont lieu dans le burn-out, ça peut être extrêmement contre-productif pour certains patients. Bah, justement, je pense à une patiente actuellement et qui a un cas plus fort que certains, mais cette culpabilité d'être arrêtée très longtemps. Et elle peut justement, c'est le, le travail là, donc moi j'en reparlerai avec mon équipe, hein. Euh, mais elle veut reprendre son travail. En plus, ce travail est loin de déplacer sur un autre poste qui ne lui plaît pas. Donc, en fait, tout ce que vous dites, au lieu de trouver les outils pour améliorer, parce que c'est une personne perfectionniste, etc., voilà, et ben, on a déplacé le problème et en fait, on a fait tout le contraire de enfin, son emploi a fait tout le contraire. Et nous, on est en train de lui dire, prenez votre temps, ça va durer plusieurs mois. Et quand on lui dit ça, elle se fige. Elle se fige complètement en disant non, non, moi j'ai besoin de mon travail. Je dois travailler. J'ai besoin de ça, ça me fait du bien. Et Vas-y, Hein. Sophie, je rebondirai après. Vas-y, Sophie. Moi, cette remarque, elle m'amène à deux pensées. La première, c'est effectivement à ces patients que vous voyez et qui, depuis quelque temps déjà, disent je suis fatigué, j'ai du mal, etc. Et quand vous leur proposez l'arrêt de travail, justement, ils le refusent. Non, non, mais je ne peux pas m'absenter, c'est pas possible, mes collègues, ça va être compliqué. Non, non, il faut juste que je me repose, je vais poser quelques jours de congé. Donc, moi, ça me fait un peu penser à ces patients-là. La deuxième remarque, c'est que plus l'arrêt de travail est long, j'ai le sentiment, plus on se rapproche de l'évitement phobique. C'est-à-dire que du coup, le milieu du travail, on est déconnecté, donc ça va aggraver la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi en disant je suis plus à la hauteur, je suis plus au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Et à ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué avec cette espèce de terreur, moi c'est le mot que j'utilise, de terreur à l'idée de la reprise. C'est-à-dire que plus l'arrêt est long, plus cette anxiété au départ de reprendre se transforme en frayeur, en terreur, et on est dans de l'évitement, pour moi, qui rallonge terriblement le processus de récupération. Vraiment, en fait, je pense qu'il faut garder en tête il y a une hétérogénéité de situation. Et en effet, hein, cliniquement, on a des patients qu'on reçoit, il faut qu'on les arrête tellement ils sont mal, et c'est eux qui veulent pas être arrêtés. On a ceux à l'inverse qui vous demandent l'arrêt alors que c'est pas nécessaire. Vous voyez, on a Mm. et je vous fais entre deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'intensités ou de variables, vous voyez, existantes. Euh, je pense que l'idée, c'est pas de rester sur un dogme. C'est ça le propos de mon propos. Il y a des patients, oui, finalement, l'arrêt prolongé, il va être nécessaire sous l'influence de différentes variables. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas une réponse qui doit être systématique et ça ne doit pas être vu comme un truc dogmatique, il faut les arrêter, il n'y a que l'arrêt prolongé qui va être efficace dans cette situation. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'arrêt prolongé, il est même délétère en fait dans la plupart des situations et qui serait en fait, in fine, à réserver qu'à des situations assez spécifiques et que la plupart du temps, on a intérêt à essayer de jouer le fait que ce soit effectivement un arrêt d'une durée
La plus courte, pas forcément 15 jours, hein, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être même plusieurs mois. Mais voilà. Il y a une autre chose qui vient à côté et qui est quand même à garder voilà, c'est ce que je vous montre, c'est que normalement, dès qu'on fait normalement une belle évaluation, on peut identifier les déterminants pro qui mettent en difficulté le patient actuellement dans un monde idéal. C'est ce qu'on devrait faire. On voit les déterminants pro. Et aujourd'hui, on les maîtrise, hein, les déterminants pro. On voit ensuite les déterminants individuels. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire pour un changement de déterminant pro ou un changement d'activité pour que le patient soit plus confronté à ces déterminants. Et on ferait ensuite une prise en charge individuelle permettant que le patient se blinde sur ces déterminants individuels pour que ça ne devienne plus des facteurs de vulnérabilité à l'avenir. Et suite à ça, ça aboutit à quoi? Soit une reprise possible, vous voyez ce que je veux dire, soit un changement d'activité en réalité. Et ça, on peut y arriver avant 1 an, en fait, avant 2 ans. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas souvent ou toujours accès à une bonne évaluation des déterminants pro ou à un changement possible de ces déterminants ou à une possibilité pour le patient de s'extraire de son travail, parce que c'est quand même une des solutions qui existent et qui est quand même assez fréquente à l'épuisement professionnel, c'est le changement de travail en fait en réalité. Les patients sont des fois dans des configurations professionnelles qui sont perdantes à tous les coups. Et au lieu d'essayer de faire qu'il récupère, qu'il soit bien, etc., ou qu'on aboutisse après 2 ans, 3 ans d'arrêt, une invalidité, tout ça, finalement à rechercher autre chose, on a potentiellement des possibilités d'aller plutôt vers autre chose. Après, là, on se heurte à des configurations, des considérations qui sont économiques, la retraite, la difficulté à retrouver une activité, et qui font qu'on est un peu bloqué des fois. Ou qui font que le patient est bloqué, mais en fait, le problème, il est vraiment multifactoriel. Pour la partie individuelle, bah, ce que je vous explique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est peu creusé, il y a peu de propositions de prise en charge existantes. C'est pour ça qu'on a essayé d'en développer une. Voilà. Et que chez certains patients, en fait, vous les remettez. Alors, c'est vraiment là, les profils de patients qui connaissent plusieurs situations d'épuisement professionnel. Ils sont déjà à 2, 3, 4 travails. Ils ont déjà fait 2, 3, 4 burn-out. Bah, ceux-là, vous avez intérêt à vous dire, par rapport à ce que je vous ai dit ce soir, c'est peut-être pas le travail le problème. C'est une partie de l'explication et peut-être qu'ils ont été effectivement de manière récurrente dans des situations professionnelles complexes, ça peut être la réalité, mais il y a probablement des déterminants individuels, vous voyez, qui jouent et qui expliquent que c'est des patients qui se réépuisent très régulièrement. Et ils ont vraiment, ces patients-là, intérêt à avoir un accès à un travail personnel sur leurs propres déterminants qui sont de forts facteurs de vulnérabilité à l'épuisement. Et ce que j'essaye voilà, de vous transmettre, c'est qu'on ne peut pas voir les choses uniquement avec une solution, c'est-à-dire une solution mise à distance, récupération, une solution traitement avec un antidépresseur, une solution juste individuelle ou une solution juste on change le travail. Et en gros, c'est la complexité finalement de ces situations, mais c'est pour ça que mon propos, c'est que vous ayez maintenant un peu la hauteur, vous permettant d'avoir un peu l'aspect global et ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et ce qui aujourd'hui, il y a des limites réelles. Vous voyez. Et dans ce qui est à votre disposition, avoir désormais les différents leviers sur lesquels essayer de jouer quand vous avez les possibilités de jouer dessus. On a au moins, vous voyez, à minima, en soins primaires, la possibilité en tout cas de l'expliquer, de ne pas rester sur un dogme de l'arrêt prolongé, d'essayer d'évaluer ou en tout cas d'orienter vers des personnes qui peuvent le faire, les déterminants en tout cas pro et les déterminants perso, les pousser à essayer en tout cas dès qu'on les arrête déjà à se reprojeter, est-ce que ça marchera pas, mais au moins on les met dans cette configuration, et éventuellement pour des patients demandeurs, au risque de me répéter, sans conditionner en tout cas la reprise à ça, les orienter vers les ateliers qu'on propose. Euh, Mon objectif n'était pas de vous perturber, hein, mais c'était vraiment de vous apporter en tout cas les éléments et en tout cas à jour sur le plan scientifique sur le sujet et vraiment à orienter vraiment dans des pratiques, orienter avec un aspect pragmatique parce que je vous le dis, ce que je vous ai expliqué là, on n'a pas accès à ça en fait dans un monde idéal de pouvoir jouer sur tous ces déterminants d'un coup et que d'emblée le patient qui est en souffrance, on puisse lui proposer un truc aussi précis. Merci beaucoup. Est-ce que voilà, quelqu'un d'autre avait des questions ou pareil, une situation clinique? J'ai pas abordé, j'ai fait exprès de pas tout aborder sur le sujet parce que c'est un sujet assez fleuve, mais je voulais vraiment l'orienter un peu pratique et l'orienter euh, bon, mauvais réflexe. C'est un peu réducteur, mais c'était d'en faire quelque chose d'assez pratique.
Ça peut être vraiment sur des choses qu'on n'a pas abordées, hein. Si vous avez des questions sur des sujets qu'on n'a pas abordés, allez-y, hein. J'aurais peut-être pas forcément la réponse, mais allez-y. Techniquement, on fait comment? On vous les envoie comment? Euh, Via OmniDoc. Donc, sur OmniDoc, vous pouvez trouver via le CHU, vous pouvez trouver, il y a deux lignes, il y a Avipsy et orientation vers les ateliers psychothérapeutiques TCC. Et dans les ateliers psychothérapeutiques TCC, vous faites une demande OmniDoc, en fait, comme vous feriez une demande d'avis, où vous donnez uniquement les coordonnées de votre patient et la demande un peu d'orientation. Vous n'avez pas besoin d'y ajouter beaucoup plus de détails. Nous, ensuite, on a un professionnel du dispositif qui rappellera le patient pour faire du coup un entretien d'inclusion, évaluer si la personne est disponible pour les ateliers qu'on propose, s'il a bien compris de quoi il s'agissait, s'il n'y a pas de critères d'exclusion. Les critères d'exclusion, c'est un arrêt de plus d'un an. C'est tout ce qui est déficience intellectuelle, consommation de toxiques chroniques avec répercussions fonctionnelles, une anxiété sociale qui mettrait, ou une phobie sociale plutôt, qui mettrait le patient en grande difficulté dans la participation à un groupe, et tout ce qui va être psychotrauma, troubles psychiatriques décompensés, troubles de la personnalité avec vraiment dysrégulation émotionnelle, qui font en fait que les patients, ils vont mettre le bazar en fait dans un groupe, hein, je vais vous dire ça comme ça, vous voyez, et où ils vont être en difficulté en tout cas, et c'est plus de l'individuel qui leur conviendrait. Et donc nous, on s'assure qu'il n'y ait pas ces critères-là, vous n'êtes pas obligé de le faire vous. Ensuite, on inclut ou on n'inclut pas. L'inclusion, ensuite, vous vous êtes informé si le patient est inclus ou pas et s'il est en attente et quand est-ce qu'il pourra bénéficier d'un groupe. Ensuite, le patient, s'il est inclus, il bénéficiera d'un groupe dans l'année, la plupart du temps. Là, ça va être dans les 6 prochains mois que les premiers groupes se lancent. Et ensuite, à l'issue du groupe, vous aurez un compte-rendu en tant que professionnel, en tant que médecin généraliste, vous aurez un compte-rendu de ce qui a été fait et de ce qui a été observé en termes de bénéfices pour le patient dans le groupe. Le patient a le compte-rendu identique qui lui est donné et qui lui est également remis, pour que vous sachiez. Petit problème, moi je suis médecin du travail, j'ai pas accès à OmniDoc. Euh, Alors, Après, ça, il faudra qu'on voit un peu dans les partenariats un peu possibles. j'ai, Euh, si je peux me permettre, Pierre-Yves, j'ai commencé à préparer un courrier que vous pourriez remettre justement aux personnes que vous rencontrez et qui pourraient à leur tour remettre à leur médecin généraliste pour être hmm. orientés, pour faire un peu le lien. On est en train de préparer des courriers types pour justement tout professionnel de santé qui n'aurait pas la possibilité de nous contacter via OnilDoc. Et en fait, comme ça, vous remettez le courrier au patient et c'est au patient de faire la démarche via son médecin généraliste. On le mettra à disposition sur notre site, hein. Je reprends les questions. Intitulé sur le motif de l'arrêt pour épuisement professionnel. Sur l'arrêt de travail pour épuisement professionnel, je pense que vous pouvez mettre syndrome d'épuisement professionnel, hein. Ça reste consensuel, ça reste reconnu. On le retrouve au niveau des recommandations HAS. Moi, je pense que vous pouvez le mettre, hein. Après, moi, je fais. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu des problématiques. D'accord, Des allez-y. médecins généralistes. Bon, j'ai été généraliste, j'ai été médecin conseil et je termine en médecine du travail. Il y a eu quelques employeurs qui ont attaqué des médecins généralistes pour avoir mis épuisement professionnel sur le terme d'une accusation en fait alors que le médecin généraliste ne connaissant pas l'entreprise peut pas dire si oui ou non c'est d'origine professionnelle. Donc et de la même façon, c'est pas tout à fait reconnu si on a une demande de maladie professionnelle à faire. Donc nous, quand j'étais à la Sécu, on disait il faut plutôt mettre syndrome anxio-dépressif. Ouais, Le fait que ce soit ok, professionnel, le patient le sait. On peut éventuellement transmettre un courrier au médecin du travail, pourquoi pas, mais ça met un peu en danger ok, le médecin qui va potentiellement accuser l'employeur. ok. Merci en tout cas de la précision. En pratique, vous voyez, et c'est ce que disait Célia, vous avez l'alternative effectivement du codage de troubles de l'adaptation, qui est vraiment inattaquable, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, pour celui-là, on est vraiment dans un code, voilà, des classifications SIM, ils sont utilisables et comme ça, au moins, vous ne présumez en rien de quels seraient les facteurs de stress qui aboutissent aux troubles adaptatifs.
En tout cas, merci de la précision. Pour les IPA, un peu au même titre, vous voyez, que les autres professionnels n'étant pas médecins généralistes en réalité, c'est avec un courrier type, en tout cas, ce serait orienté ou en coordination avec le médecin généraliste pour que le patient ait quand même une demande qui se fasse via OmniDoc. Bonsoir. Alors peut-être que c'est différentes situations cliniques, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le travail, alors peut-être avec le contexte économique aussi, mais devient de plus en plus délétère aussi pour les travailleurs. Et du coup, ce que j'ai l'impression, c'est que les patients aussi, difficile de savoir si c'est eux les exigences qu'on leur demande ou effectivement leur perfectionnisme ou parfois même jusqu'à du harcèlement et du coup ben, où l'entreprise, on n'est plus dans le cadre du burn-out là, mais plutôt de syndrome anxio-dépressif. Mais du coup, parfois, il y a des situations où tout s'entremêle un petit peu dans tout ça, quoi. C'est la grande difficulté de cette entité, en fait. Vous voyez, c'est qu'il y a bien des déterminants pro, probablement multifactoriels, et ensuite des déterminants individuels, tous intriques. Pour peu que votre patient, en plus, il a un fonctionnement un peu spécifique, vous voyez, avec des choses qui ne sont pas de l'ordre du trouble, hein, mais un fonctionnement psychologique avec des facteurs de vulnérabilité individuelle, et ça devient rapidement on ne sait plus à quoi on est face. Ce qui est bien décrit dans la littérature, c'est que par contre, il y a eu effectivement une évolution du travail. Il y a eu une évolution du travail. Alors, j'ai plus les dates exactes, mais quand même assez anciennes, hein, sur les 50 dernières années, quand même, qui est déjà décrite, avec une accélération dans les années 80-90, avec un travail un peu qui est plus horizontal, qui est plus flou. On promeut plus la prise d'initiative, on promeut un peu l'auto-positionnement, entre guillemets, euh, évaluation, la performance, etc. de manière, voilà, c'est moins structuré, c'est moins vertical, c'est moins délimité, c'est moins balisé, et ça augmente en fait, vous voyez, potentiellement les différents facteurs de stress qui pèsent un peu sur l'employé. Euh, plus récemment, on a eu tous les variables type Covid, effectivement, isolement, qui ont aussi joué et qui ont été des accélérateurs de certaines dimensions du burn-out, pas de toutes, mais de certaines, notamment plutôt sur l'isolement. Voilà. Ce qui est consensuel, je l'ai pas mis là, mais dans les déterminants pro, c'est la charge élevée, c'est le manque de ressources disponibles pour faire face à la charge, c'est le manque de feedback et de retour sur le travail effectué par le professionnel. Voilà. Si vous n'avez jamais de retour sur ce que vous faites, bah, c'est considéré comme un facteur et un risque d'épuisement. Le manque de soutien, c'est un peu différent du feedback. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de pair avec qui partager, si vous n'avez personne autour de vous, si vous n'avez personne qui fait un peu la même chose que vous et qui vous pouvez échanger, si vous n'avez pas une forme de soutien au sens large, très large, hein, c'est pas forcément des gens qui vous disent c'est bien ce que vous faites, hein, c'est des gens juste avec qui vous pouvez partager, échanger, etc., et que vous êtes très isolé dans votre travail, c'est un facteur aussi d'épuisement. Vous avez le manque d'autonomie. À l'inverse, une bonne autonomie peut être un facteur protecteur. Il est à mitiger cette variable-là parce que trop d'autonomie peut devenir une variable délétère pour certains patients. Mais de manière générale, on va considérer que le fait d'avoir quand même une marge d'autonomie est plutôt protectrice. Et si je fais le lien avec ce qu'on s'est dit ce soir, une marge d'autonomie élevée permet d'appliquer plus facilement des stratégies d'adaptation. Alors que si vous avez zéro autonomie, c'est très cadré. Je dis par exemple, vous avez une personne qui travaille dans un centre d'appel qui doit prendre je ne sais pas combien d'appels dans la journée, c'est très protocolisé, il doit toujours suivre, voilà, ça doit durer tant de temps, il est enregistré, il doit rendre compte à un manager qui passe derrière lui, il a quasi zéro autonomie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être des variables assez délétères. Ensuite, on a le conflit avec le système de valeurs. Je vous en avais un tout petit peu parlé tout à l'heure. Si le travail fait faire quelque chose à quelqu'un qui est vraiment en contradiction avec la façon de voir le monde ou de fonctionner de la personne, et notamment dans ses valeurs personnelles. Et enfin, il y a une dernière variable qu'on n'a pas trop évoquée, mais c'est la peur de perdre son emploi. Et donc, si le travail est toujours précarisé, vous êtes en CDD, c'est toujours renouvelable, on vous met avec des objectifs de performance pour le renouvellement, très fort pourvoyeur aussi d'instabilité et d'insécurité pour le patient, et donc très fortement pourvoyeur en termes de stress et donc d'épuisement. Et en gros, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est une accumulation de ces différentes variables.
qui vient se potentialiser avec quelques variables individuelles. Et à ça, si on rajoute, bah oui, du harcèlement, alors le harcèlement n'est pas considéré comme, c'est vraiment une problématique à part entière, hein, vous voyez ce que je veux dire? Si on rajoute une non-revalorisation salariale qui est une problématique à part entière, si on rajoute, je sais pas, de la distance et de l'épuisement, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a des choses qui augmentent et qui commencent à devenir sacrément compliquées. Donc oui, on le revient, c'est un peu compliqué, c'est très multifactoriel. Il faut vraiment avoir ce recul sur le fait que c'est multifactoriel et jamais le voir de manière assez simpliste ou réductrice. Ouais. Parce que c'est vrai que si, si on voit que finalement c'est un peu le travail qui est le problème, bah, j'ai tendance à essayer de les orienter vers la médecine du travail. Mais en fait, s'il n'y a pas d'adaptation possible, en fait, l'option de changer de travail, elle arrive pour moi assez rapidement finalement. Exactement. Nous, c'est une des conclusions de ce qu'on trouvait dans les différentes choses qu'on a trouvées dans la littérature scientifique et c'est une conclusion de notre programme, hein. C'est-à-dire qu'on explique aux patients que même si, admettons, ils deviennent parfaits sur tous les déterminants personnels, et se dire, c'est bien les champions de l'estime de soi, ils ont une estime de soi en béton, ils ont plus du tout de fonctionnement perfectionniste, ils savent très bien récupérer, ils gèrent parfaitement une charge de travail élevée, etc. Mais ça les rendra pas imperméables et ça les rendra pas, du coup, complètement protégés de différentes variables professionnelles qui peuvent dépasser ces aspects-là. Vous avez une charge délirante, vous avez beau savoir gérer la charge, elle restera délirante et vous serez dépassé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas de ressources pour faire votre travail ou pas les ressources suffisantes. Vous avez beau très bien gérer votre charge, très bien savoir demander de l'aide, très bien à réussir à dire non, mais que vous n'avez toujours pas, voilà, on vous dit, bah, faut faire, je sais pas combien de rapports et on vous donne, voilà, un papier, un crayon. C'est foutu, quoi, vous n'y arriverez pas. Ouais. Et pareil, vous n'avez pas l'autonomie, on vous donne des tâches contradictoires, vous n'avez aucun soutien, il n'y a pas de feedback, et je rajoute même pas les variables plus problématiques comme le harcèlement, vous voyez, le dénigrement, les non-revalorisations, tous les autres aspects que j'ai évoqués tout à l'heure. Et bien comprendre que du coup, en effet, il y a des fois une vraie réflexion et qui peut être à avoir vite et pas forcément attendre un arrêt prolongé, je reprécise, où en fait on se rend compte que bah, quoi qu'il arrive, le patient va être perdant en fait dans sa configuration professionnelle. Et il faut qu'il en ait conscience. Il joue un jeu perdant en fait. Et l'objectif, ça va pas être de le remettre à la table. L'objectif, ça va être de lui dire bon bah comment je change de jeu si de manière un peu pragmatique, je me rends compte qu'en fait il y a peu de chances que je sois bien dans ce travail. Même si je progresse, même si j'évolue sur certaines variables, même si je peux mettre en place certaines stratégies. Alors, il y aura des cas de figure, c'est très évident d'emblée, et en effet, on peut rapidement être dans ce type de discussion. Et il y aura des cas de figure, c'est quand même moins évident et ça va se dessiner petit à petit. Alors, je regarde un peu dans le passé, certains députés voulaient que ça passe. Il y a un rapport parlementaire, j'ai plus la date, mais qui est très bien, qui explique bien l'évolution, c'est pour ceux que ça intéresse, sur les évolutions du travail, voilà, avec notamment voilà, les évolutions un peu dans les organisations du travail, le passage aussi à l'informatique. Enfin, il y a pas mal de variables qui ont été pas mal compliquées pour des générations entières, là, et qui ont été des sources assez complexes. Plus récemment, je vous le dis, le Covid, les aspects d'isolement, etc. Que pensez-vous des personnes qui se suicident sur leur lieu de travail? Alors, vaste sujet. J'ai pas la prétention de maîtriser le sujet parce que c'est pas un sujet sur lequel j'ai fait beaucoup de littérature. Les peu de choses que je vois, c'est que voilà, et qu'on retrouve un peu dans la littérature et qui peuvent aussi se modéliser d'un point de vue psychopathologique. Donc c'est pas anodin, hein. Si quelqu'un se suicide sur son lieu de travail, c'est que souvent il peut y avoir potentiellement un lien avec le travail. Et il y a peu de doutes généralement un peu possibles. Voilà. Après, d'aller incriminer, ça je pense que c'est extrêmement périlleux d'aller incriminer le travail, une gestion inadaptée de la souffrance du patient, etc. Le processus suicidaire est quand même assez complexe. Le processus suicidaire, de manière très schématique, c'est soit le patient a une souffrance qui devient intolérable et ou ouais, ce que je veux dire, il est dans une situation où il estime qu'il n'a plus d'issue et que le suicide devient une option valable, ouais, sur laquelle il a encore le contrôle. Je fais très très schématique. Donc imaginez qu'il y a plein de choses qui pourraient faire que le patient aboutit à ces choses-là. Donc le résumer à uniquement c'est professionnel,
ou c'est un défaut de prise en charge, ou c'est un défaut de repérage. Bon, peut-être qu'il y a des variables comme ça qui peuvent y participer, mais il faudrait à nouveau pas le résumer à une seule chose. Ce serait sous-estimer aussi, bah voilà, aussi les caractéristiques du patient, l'entourage du patient, ses antécédents, les autres variables qui ont participé ou qui ont fait évoluer ça, l'ancienneté des symptômes. Alors, il y a beaucoup, beaucoup trop d'autres variables pour arriver à dire de manière catégorique, bah oui, en fait, les suicides, ils résultent de ce truc-là ou de ces trucs-là. À mon avis, voilà. Pardon, puis excusez-moi, c'est moi, donc Angela Ruiz. En fait, j'ai une autre question, c'est sur le forfait jour, les salariés qui sont en forfait jour et non pas avec des horaires. Alors moi, j'ai vu deux cadres récemment qui avaient beaucoup, beaucoup travaillé. Enfin, bon, tout ce que vous avez, ça m'a bien parlé, tout ce que vous avez dit. Euh, et elles étaient au forfait jour, mais en fait, ça peut être sans fin. Elles se levaient la nuit. Il y en a une qui m'a dit, je me lève la nuit pour faire des mails à la moi du matin. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, le travail. Et du coup, bah, je me demande comment, en fait, parce que vous avez dit l'autonomie protège, et donc elles sont au forfait jour parce qu'elles ont de l'autonomie. Et en même temps, je me suis dit, bah oui, mais ça dépend des fois, quoi. Ça dépend des fois. Je peux pas en faire une généralité sur l'autonomie, c'est ce que je vous disais. Ouais. Après, là, vous voyez, forfait jour, s'ils savent pas s'ils vont recommencer le lendemain, avec un aspect très précarisé, avec un aspect quasi maltraitant du travail, mais qui arrange l'employeur parce que du coup, bah, dans ces configurations-là, ils ont plus de flexibilité. On arrive à des choses qui sont extrêmement, enfin, qui sont quand même, l'être humain dans notre fonctionnement n'est pas designé pour travailler comme ça. Enfin, Alors, pour avoir eu dans une vie antérieure une activité professionnelle dans des entreprises privées et pas de psychologue en l'occurrence, je rebondis sur ce que je viens de voir, effectivement, les boîtes mail professionnelles accessibles H24, les mails du patron ou du manager envoyés en plein milieu de la nuit ou à 21h30 et avec une réponse pour le lendemain. Bien entendu, tout ça sont des facteurs aggravants. Pour répondre à la remarque sur je me lève la nuit pour m'envoyer des mails au mois du matin, moi j'ai une patiente qui est institutrice et qui fait ça. Donc, ce n'est pas forcément une question d'être cadre ou avoir de l'autonomie ou d'avoir une possibilité de travailler pendant des heures et des heures. Je crois que c'est très, très lié aussi avec le perfectionnisme, c'est-à-dire que le fait d'être cadre et d'avoir l'autonomie et notamment l'autonomie dans la gestion de son temps, si on combine ça avec une personnalité perfectionniste, on peut aboutir à des choses dramatiques. Et moi, j'essaye de faire le distinguo avec le patient ou la patiente entre la charge de travail réelle demandée et la charge supposée. Les perfectionnistes vont avoir tendance à dépasser le cadre de leur mission et le cadre de leur poste et en faire plus que ce qu'on attend d'eux. Et effectivement, en étant cadre avec des horaires voilà, d'autonomie, on peut se retrouver effectivement avec ce genre de dérapage qui devient absolument incontrôlable. Moi, j'avais une patiente qui emmenait son iPad dans la salle de bain quand elle prenait sa douche, au cas où elle aurait un message. Voilà. Donc, bien faire le point, le distinguo avec les patients sur ce qui relève vraiment de leur mission, de leur charge de travail, de leurs tâches, de leurs contraintes et de ce qu'ils pensent devoir faire pour être à la hauteur du poste. Quelquefois, l'écart, il est majeur et il explique aussi ce syndrome d'épuisement. Oui, docteur Bignon ou monsieur Bignon. Ah non, c'était juste pouce pour OK. Ça marche. C'est- Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager, a des remarques ou a des questions? Si plus personne n'a de questions ou de remarques, on va s'arrêter là du coup ce soir. Vraiment garder en tête ça, hein, c'est que c'est un sujet quand même complexe, que dans un monde idéal, il y aurait vraiment alors des, des- on pourrait faire ouais, des évaluations extrêmement fines, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a les déterminants pour faire une espèce d'évaluation fine de l'épuisement, mais on ne les a pas forcément du coup en pratique courante.
et qu'il faut du coup avoir une approche où on garde un recul comme ça très multifactoriel, avec des réflexes, c'était mon propos de ce soir, il faut garder des réflexes, vous voyez ce que je veux dire, qui sont spécifiques, il faut se prémunir des dogmes, j'ai beaucoup insisté sur ça ce soir, et il faut essayer voilà, de leur proposer une vision qui est pas pour une vision dans la durée, dans laquelle ils doivent se reprojeter sur la reprise, où ils doivent de manière lucide réfléchir à autre chose, hein, on en a discuté également. C'est ce que je veux dire. Et si et si c'est possible, donc là aujourd'hui nous on essaye de vous le rendre possible, les orienter vers des prises en charge individuelles et des prises en charge effectivement qui relèvent plus de l'organisation du travail. Euh, j'ai pas la réponse à ta question, Célia, sur la tranche d'âge comme facteur de risque, je l'ai pas en tête. Il y a probablement une donnée quelque part là-dessus, mais je l'ai pas. J'ai la petite notion que, en tout cas, les patients plus jeunes sont plus à risque sur des aspects surcharge et que les patients plus âgés sont plus à risque sur des variables ce qu'on appelle de désengagement du travail. C'est que petit à petit, ça perd son sens, ça perd son intérêt. Et on a des études bien descriptives que notamment sur des périodes euh, notamment de pré-retraite, en fait, vous voyez, ils ont plus que 2, 3, 4, 5 ans, et ben là, le niveau, en fait, d'épuisement lié à des variables de désengagement, mais pas à des variables de surcharge, ils ne sont pas surchargés. Il y a plutôt un désinvestissement du travail qui s'opère. Voilà. Voilà. On va s'arrêter, sinon je vais toujours rajouter des choses. Vous parliez de problèmes d'organisation dans le travail. Ça peut être intéressant de nous les faire partager si vous repérez des choses à la médecine du travail, parce qu'on a deux psychologues à la PSC qui travaillent justement sur l'organisation du travail. Quand on les envoie en entreprise, elles travaillent surtout là-dessus. Alors justement, moi, je me suis orienté sur de l'individuel. Donc j'ai peu et pas énormément fait de littérature. Moi, la littérature et ce qu'on a monté, c'est vraiment sur les déterminants individuels. Donc les variables spécifiques d'organisation, j'aurais pas la prétention de pouvoir parler dessus, et en tout cas vous proposer un modèle extrêmement précis. J'ai les grandes lignes, hein, on pourrait vous partager éventuellement les grandes lignes ou être amené à en rediscuter, mais on s'est vraiment nous concentré sur les déterminants individuels, sachant que c'était un angle mort majeur, vous voyez, de ce qu'on peut faire aujourd'hui, et de proposer quelque chose dessus. Donc malheureusement, j'aurais pas, je pense, plus d'infos que ce que vos collègues ont déjà. Euh, sur les différentes variables organisationnelles. Alors ça, il y a une littérature monstrueuse là-dessus et exhaustive, hein, donc je peux vous en trouver, on pourrait vous retrouver des choses, mais je pense que vous y avez déjà accès. Je pense que ce qu'on a par contre, nous, travaillé, les différentes variables individuelles, ça, c'est moins consensuel et ça, on peut vous les partager aussi si vous le souhaitez. En tout cas, merci à tous de votre participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager voilà, sur des sujets comme ça, sujets pas forcément simples ce soir, mais fréquents. Médecine générale et psychiatrie 37 reste du coup à votre disposition via les groupes ou via les avis, hein. N'hésitez pas aussi sur des questions comme ça un petit peu dans les avis. On peut être amené aussi à vous donner quelques éléments de réponse ou quelques éléments en termes d'orientation. Euh, voilà, on reste globalement à votre disposition et voilà, maintenant on a une nouvelle chose à vous proposer, donc on espère que ça pourra vous être utile et utile à vos patients. Et je rappelle que les dates de ces groupes de thérapie burn-out sont disponibles sur le site de Médecine Générale et Psychiatrie 37. Vous trouverez les dates et les lieux, puisque normalement, on en prévoit dans l'ensemble du département. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée.